Allô? Donc, on se voit aujourd'hui encore en la dernière unité, c'est l'unité du digestif. Donc, on va voir le premier cours en biochimie, qui est l'exploration biochimique de la digestion. Donc, on va voir le point de vue du biochimiste dans l'exploration de la digestion dans l'estomac, dans l'intestin et dans le pancréas. Donc, on va voir ces trois organes. Donc, tous les aliments qu'on ingère, qui passent par la bouche, on ne peut pas les utiliser tels quels au niveau des différents tissus. Donc, ces aliments doivent être modifiés, ils doivent être transformés par la digestion, c'est-à-dire le mécanisme de la digestion, en nutriments qui sont des aliments assimilables et facilement utilisés par les différents tissus. J'ai oublié ça. Donc, je dois avoir le clavier. Donc, ces mécanismes de la digestion qui vont avoir lieu le long du tube digestif. Donc, tout le long du tube digestif subissent des transformations chimiques et mécaniques. Donc, chimiques, c'est par le biais des enzymes qui sont sécrétées par des glandes qui sont des annexes du tube digestif. Et mécanique, c'est le cas des mouvements du péristaltisme gastrique et intestinal qui vont contribuer à la digestion de ces aliments pour qu'ils soient facilement absorbés et assimilés par les différents tissus. Donc, on va commencer par l'estomac. Donc, on va faire que des petits rappels. Donc, l'estomac, c'est un organe, c'est un sac. Donc, c'est un organe creux, il n'est pas plein. C'est un organe où va tenter déverser les aliments qui proviennent de la bouche à travers l'œsophage. Donc, il est situé du côté gauche de notre cavité abdominale et il est caché par le foie et le diaphragme. Donc, ces dimensions sont variables en fonction de l'état. Est-ce qu'on était en repos, au repas, au moment de la prandiale ou à distance de la digestion. Donc, et sa contention peut aller jusqu'à 4 litres de nourriture. Donc, en haut, l'estomac, il est relié avec l'œsophage et en bas, il est relié avec l'intestin grêle. Donc, du point de vue histologique, je vais parler brièvement de ces rappels, c'est pour préciser la fonction de chaque cellule dans la digestion. Donc, par exemple, on va voir principalement les cellules dans ce rappel histologique pour dire que les cellules pariétales sont eux qui sont responsables de la sécrétion de l'acide gastrique, l'HCl. Les cellules principales sont responsables de la sécrétion du pepsinogène inactif. C'est une enzyme qui est sécrétée sous forme inactive, activée au cours de la digestion par l'HCl et aussi par la pepsine qui est le produit de sa propre activation. Il y a les cellules D qui sécrètent la somatostatine paracrine, les cellules entérochromaffines qui sécrètent l'histamine, les cellules G qui sécrètent la gastrine, et enfin on a les cellules de la muqueuse qui sécrètent le mucus qui est responsable de la protection de la muqueuse gastrique d'une propre autodigestion, d'une part par les enzymes et d'autre part par l'HCl, l'acidité gastrique. Du point de vue physiologique, donc la sécrétion gastrique, elle est permanente, mais elle n'est pas constante. Et son débit, il augmente bien sûr en phase prandiale. Donc il diminue à distance de l'alimentation.
de même que sa composition. Donc, il y a ça, son débit et sa composition qui varient en fonction de l'état. Est-ce qu'on est en état prandial ou à distance de la digestion? Donc, le volume de ce produit de sécrétion gastrique peut aller jusqu'à 1,5 litre par jour. Les glandes les plus actives dans la sécrétion du suc gastrique, c'est-à-dire qui participent à la sécrétion de cet acide, ce sont les glandes phendiques, la région phendique de l'estomac. Donc, la composition, il y a des constituants minéraux et il y a des constituants organiques. Les constituants minéraux, c'est les électrolytes, comme vous le voyez sur le tableau. Et il y a la composition qui diffère lorsque on est en période de jeûne ou en période prandiale. Donc, en période prandiale, le suc gastrique, il s'enrichit principalement en H+, en chlore et relativement en potassium. Donc, c'est la même composition, mais il s'enrichit plus en ces trois électrolytes, plus précisément au cours de la digestion, au moment prandial. Donc, on a le sodium, le potassium, le chlore, les bicarbonates et l'H+, mais la composition, elle est différente. C'est-à-dire, on n'a pas la même concentration de ces électrolytes au cours du jeûne et en période prandiale. Les composants organiques, ce sont les deuxièmes composants. Il y a le mucus et il y a les enzymes. Tout ça, c'est des rappels. Normalement, c'est pour parler de l'exploration biochimique. Les composés organiques, il y a le mucus. Le mucus, il est sécrété, comme on vient de le dire sur le tableau, concernant les différentes cellules de l'estomac, sécrété par les cellules muqueuses de l'épithélium gastrique. Le mucus, il est constitué de glycoprotéines hydrophiles non digestibles. C'est-à-dire qu'ils ne subissent pas la digestion comme les autres glucides des nutriments. Donc, ils forment une couche environ de 1 mm d'épaisseur à la surface de la paroi gastrique. Donc, son rôle, c'est de protecteur. Il protège la paroi gastrique de sa propre sécrétion, aussi bien le suc gastrique avec ses composants électrolytes et enzymes. Donc, il possède un fort pouvoir tampon. Il essaie de tamponiser le suc gastrique qui est relativement acide. Donc, ce qui permet de neutraliser les changements du pH observés surtout au cours de la phase prandiale, où l'acidité, elle est importante. Donc, sa sécrétion, elle est stimulée par les prostaglandines. S'il y a un facteur qui inhibe la sécrétion des prostaglandines, ça va diminuer la sécrétion du mucus et l'estomac n'est plus protégé et il reste d'être exposé à des lésions, principalement l'ulcère. Donc, tout déficit en mucus va entraîner la formation d'un ulcère. La deuxième partie des composants organiques, ce sont les enzymes. Donc, on a le pepsinogène, il est synthétisé par les cellules principales des glandes phendiques. On a dit que ce sont les glandes les plus actives au cours de la digestion. C'est une proenzyme, donc c'est pas une enzyme active. Cette enzyme qui est inactive, une fois dans l'enlénière gastrique, elle va être clivée sous l'effet du pH acide. Donc c'est l'acidité gastrique qui va participer à l'activation du pepsinogène en pepsine. La pepsine, c'est une endopeptidase, c'est une enzyme donc qui participe à la digestion des protéines. Et après, donc il y a une autre étape, c'est que la pepsine qui vient d'être libérée peut participer à l'activation d'autres molécules du pepsinogène à côté de l'activité de l'acidité gastrique. Donc la deuxième enzyme, c'est la lipase gastrique. Elle est aussi sécrétée par les mêmes cellules principales des glandes phendiques, toujours les plus actives. Elle participe à l'hydrolyse des lipides. Donc, elle va transformer les triglycérides alimentaires qui proviennent de la bouche. Elle va les hydrolyser en acide gras et en diacylglycérol. Donc, elle est moins active que la lipase pancréatique. Donc, elle ne va pas participer à une hydrolyse importante. C'est un début d'hydrolyse et elle a un but. Donc, les acides gras qui sont libérés de cette première hydrolyse de l'estomac vont parvenir au duodénum et ils vont activer la libération de la cholécystokinine, qui est une autre enzyme qui va activer la libération des enzymes pancréatiques. Donc, c'est une cascade, mais c'est le rôle réel de la lipase pancréatique beaucoup plus que dans l'hydrolyse des lipides. On a le troisième facteur organique, c'est le facteur intrinsèque de Cassel.
Ce facteur, il est requis pour l'absorption intestinale de la vitamine B12. Donc, lui aussi, il est synthétisé par les cellules pariétales des glandes pharyngiques. Donc, il prend en charge dans la lumière gastrique la vitamine B12 qui a été bien sûr libérée de sa protéine vectrice sous l'effet de l'acidité gastrique. Donc, en quelque sorte, la vitamine B12 arrive au niveau de l'estomac en étant liée à une protéine vectrice. Sous l'effet de l'acidité gastrique, il y a dissociation de cette liaison. Une fois libérée, cette vitamine va être captée par sa propre protéine intrinsèque, ce facteur Kcell, qui va permettre l'absorption au niveau de l'entérocyte de cette vitamine. S'il y a un défaut de synthèse de ce facteur, c'est-à-dire il y aura une carence en vitamine D, et c'est en vitamine plutôt B12, ce qui est à l'origine de l'anémie de Birmer. Donc l'anémie de Birmer, c'est un déficit de la synthèse du facteur intrinsèque. S'il n'y a pas de facteur intrinsèque, il n'y a pas d'absorption de la vitamine B12. Et c'est un défaut qui est responsable d'un type d'anémie qu'on appelle l'anémie de Birmer. L'exploration par rien, c'est l'exploration de la digestion gastrique. Donc ici, l'exploration, elle est beaucoup plus radiologique. C'est des explorations par fibroscopie beaucoup plus que biochimique. Il y a un moyen, c'est le dosage de la gastrinémie. La gastrine, c'est une enzyme plutôt. Une hormone qu'on a vu qu'elle est synthétisée par les cellules gastriques. Donc, c'est elle qui stimule la sécrétion gastrique, l'acidité gastrique. Donc, on peut doser cette hormone, elle peut aider le diagnostic, mais généralement, dans toutes les pathologies gastriques, le diagnostic, il est posé par l'exploration radiologique ou par la fibroscopie, comme vous le voyez sur le schéma, c'est la fibroscopie qui est ici. C'est-à-dire, on fait introduire par la bouche un tube et on explore grâce à une image sur un écran pour voir les lésions et même pour faire un prélèvement d'un tissu pour faire une petite étude anatomopathologique. Donc c'est beaucoup plus exploration radiologique que biochimie. Donc pour la gastrinémie, c'est-à-dire en biochimie, le dosage de cette hormone se fait par des techniques radio-immunologiques. Donc vous avez vu les protéines. Non, vous n'avez pas encore vu les protéines. Généralement, pour les dosages des hormones, ils sont présentes à des faibles concentrations dans notre sang. Ils sont estimés à des nanogrammes ou des microgrammes. Donc, les dosages, ils sont basés sur des techniques immunologiques, radio-immunologiques, enzymo-immunologiques ou autres. Donc, ici, c'est une technique radio-immunologique. Donc, si je dis radio-immunologique, c'est une préparation un peu spéciale du laboratoire. Donc, c'est pas tous les laboratoires qui peuvent réaliser ce dosage. Donc, les réactifs utilisés reconnaissent pour la plupart des formes circulantes de la gastrine. Toutes les formes peuvent être détectées par cette technique radio-immunologique. Donc, les valeurs normales qu'on retrouve varient entre 115 nanogrammes par litre. Et pour le dosage de la gastrinémie, qu'est-ce qu'on fait généralement? On peut faire un dosage de la gastrinémie de base. Qu'est-ce que ça veut dire? On dose avant de provoquer n'importe quelle stimulation. Une stimulation, un freinage. On doit connaître la valeur de base qu'on appelle le temps zéro. Ensuite, on va faire le dosage de la gastrinémie après un repas protéique pour voir s'il y a une libération de la synthèse des hormones et des enzymes protéolytiques et ou bien par inhibition par la sécrétine qui stimule et inhibe la sécrétion de la gastrine. Donc, on fait une valeur de base, on fait un prélèvement, ensuite on fait un test de simulation simple. On donne à manger un repas riche en protéines, un steak, et on fait, généralement, c'est un prélèvement, c'est plusieurs prélèvements qui se font sur une durée de 2 heures. On obtient une courbe qui doit être interprétée. Donc, au cours de la stimulation, on voit que le taux de la gastrine va augmenter, et après, lorsqu'on fait le test de freinage, en donnant la sécrétine, on va voir l'inverse. La courbe, on va voir que les valeurs de la gastrine ont tendance à baisser. Si on a ces profils, on dit que le mécanisme de sécrétion de cette hormone est normal chez la personne. Donc, il faut prendre certaines précautions. Donc, il faut arrêter tout médicament qui diminue la sécrétion gastrique ou augmente le pH intragastrique. Donc, ça va perturber indirectement la sécrétion de la gastrine. Donc, il faut éviter tous les médicaments qui peuvent perturber la sécrétion
de la gastrine directement ou indirectement. Et la même chose, il faut prendre en considération certaines pathologies où on peut voir une perturbation de la sécrétion de la gastrine. C'est le cas des hypochloridries. C'est une diminution de la sécrétion de l'HCl, donc l'acidité gastrique, qui est observée au cours d'une gastrite atrophique ou au cours d'une gastrite birmérienne, qui est responsable de l'anémie de Birmer. On peut la voir aussi, cette diminution de la sécrétion dans la sténose pylorique, dans la résection du grêle, en cas d'une insuffisance rénale. Et on fait une hypercalcémie où elle augmente la gastrinémie. Donc il faut rechercher d'autres étiologies qui peuvent être responsables de la perturbation de la sécrétion de la gastrine. Donc c'est la principale exploration qu'on fait en biochimie, qui n'est pas réalisée dans tous les laboratoires par défaut des techniques radio-immunologiques. Donc, dans la pathologie gastrique, on a les ulcères. Les ulcères, donc, c'est un déséquilibre dans la sécrétion d'acide dans l'estomac. Soit on a une production qui est trop importante, soit on a un défaut dans les mécanismes de contrôle de la sécrétion de l'HCl. Donc, et automatiquement, cette acidité, elle va s'attaquer à la muqueuse gastrique et elle va l'endommager, qui est responsable de lésions qu'on appelle l'ulcère. On peut avoir un ulcère gastrique ou un ulcère duodénal ou l'association des deux. À côté de cette perturbation de la sécrétion d'acidité gastrique, l'ulcère peut aussi être associé, peut être aussi dû, soit seul, soit associé à une bactérie. C'est une bactérie qui est responsable des mêmes lésions, c'est-à-dire elle va entraîner des dommages au niveau de la paroi gastrique. Je veux dire par là qu'on peut avoir soit simplement une hyperproduction de l'acidité gastrique, soit une perturbation de mécanisme de régulation, soit on a association des deux. On a une perturbation de la production associée à la présence de cette bactérie. Et c'est pour cela, dans le traitement actuellement, on associe aux inhibiteurs des pompes à protons, on associe aussi une antibiothérapie d'emblée pour corriger cette maladie. Donc, la base du traitement, c'est comme je viens de le dire, c'est les inhibiteurs des pompes à protons. Et pour contrôler, on peut réaliser une pH-métrie, c'est-à-dire on étudie le pH gastrique, mais il faut arrêter dans ce cas les inhibiteurs des protons, sinon les résultats vont être faussés. Donc, ces ulcères peuvent être causés par la consommation importante d'aspirine et des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui vont perturber la concentration en prostaglandine, donc il n'y aura pas de sécrétion de gastrine, donc il y aura une diminution de la sécrétion, une augmentation de la sécrétion gastrique. Et il y a l'infection bactérienne par l'Helicobacter pylori, c'est la bactérie qui est responsable aussi de cet ulcère. On peut, c'est-à-dire confirmer l'existence de cette bactérie, pas dans tous les laboratoires, par le dosage de l'urée dans l'estomac. C'est-à-dire on récupère le contenu gastrique par un tubage et on doit doser l'urée dans l'estomac. Normalement, il n'y a pas d'urée dans l'estomac. Si on en trouve, ça confirme qu'il y a l'existence de cette bactérie qui est responsable de la production de l'urée. Il y a aussi le tabac. Il peut être responsable et on a l'hypergastrinémie. C'est une autre cause des ulcères. On a terminé avec l'estomac. Donc, du point de vue biochimique, c'est principalement le dosage de la gastrinémie. Donc, on a le deuxième organe qui va recevoir le chyme alimentaire gastrique, c'est l'intestin. Donc, il vient juste après. C'est le siège principal de la digestion et de l'absorption. Parce qu'on a dit, le but de la digestion, c'est transformer les aliments en nutriments assimilables. Une fois digérés et transformés en ces nutriments, l'absorption va se faire au niveau de l'intestin. C'est le passage des nutriments, en quelque sorte du tube digestif, vers la circulation sanguine pour parvenir aux différents tissus. Donc, cet organe, il fait suite à l'estomac, au niveau du pylore, et va jusqu'à la valvule, donc il rejoint le côlon. C'est l'organe le plus lent du tube digestif, donc, et sa longueur varie en fonction s'il s'agit d'un cadavre ou d'un sujet qui est vivant, parce qu'il y a le relâchement musculaire. Il est constitué de 3 segments. Donc, on a d'abord le duodénum, et c'est la partie la plus longue. Il représente environ 30 cm de long. Donc, et c'est là où sont déversés
les deux sucs, la bile et le suc pancréatique, qui participent à la digestion des glucides, des lipides, des protéines. Donc ensuite, on a la deuxième segment, c'est le jejunum. Et enfin, on a l'ilium. Environ, il y a 9 litres de nutriments qui sont digérés et absorbés au niveau de l'intestin. Donc, du point de vue histologique, la paroi de l'intestin grêle reflète parfaitement sa principale fonction d'absorption, qui est issue de la digestion. Donc, elle forme des replis successifs qui augmentent considérablement la surface d'absorption au niveau de l'intestin. Donc, on a le premier niveau de repli, c'est assuré par les anses intestinales elles-mêmes. Le deuxième repli, il est formé de valvules connectives qui sont des replis transversaux de la muqueuse et de la sous-muqueuse. Et enfin, on a les villosités intestinales qui sont des replis en doigts de gant. Ça, je suppose que vous avez vu ça l'année passée, de l'épithélium et du cordon de la muqueuse. Là, il y a le passage au milieu de ces replis en doigts de gant de vaisseaux de sang, ce qui favorise et facilite l'absorption et le passage au niveau de la circulation sanguine. Donc, on a ici toujours un petit rappel des principaux cellules de la muqueuse gastrique avec leur principal rôle. On a les entérocytes, c'est surtout l'absorption. On a les cellules calciformes, produisent et sécrètent le mucus et l'entérokinase. Les cellules à panettes, ils jouent un rôle dans l'immunité locale, parce qu'ils produisent et ils sécrètent des lysosomes spéciales de la destruction des parois des bactéries. Les cellules indifférenciées, elles permettent le renouvellement cellulaire de l'épithélium intestinal et ils jouent un rôle aussi dans le maintien de son intégrité. Donc, c'est le renouvellement cellulaire. On a enfin les cellules endocrines, c'est sûr, c'est la sécrétion d'hormones. Elles produisent différentes hormones en réponse aux stimuli d'origine alimentaire ou nerveux, c'est la CCK, la sécrétine et la GIP. Donc, c'est des hormones sécrétées au niveau intestinal en réponse à l'arrivée du chiffre alimentaire. Donc, du point de vue physiologique, plusieurs sécrétions arrivent au niveau duodénal, en provenance, on a dit, le suc pancréatique et la bile, c'est-à-dire le foie. Les sécrétions pancréatiques sont des enzymes protéolytiques, des enzymes qui assurent la digestion des glucides et des enzymes qui assurent la digestion des lipides. Donc, on a les enzymes protéolytiques, ils font digérer les protéines, libérer les acides aminés. L'amylase, elle transforme l'amidon et le glycogène en maltose et les disaccharidases transforment ces disaccharides en sucre simple. Et on a des enzymes qui sont capables de digérer les graisses, c'est surtout la lipase pancréatique. Donc, du point de vue hépatique, c'est-à-dire la bile, elle va libérer des sels biliaires qui vont participer à l'émulsification des lipides qui sont insolubles, donc hydrophobes, favorisent leur dilution, d'être véhiculés facilement dans la circulation sanguine. Donc, l'exploration fonctionnelle de l'absorption intestinale, du point de vue biochimique, donc on a des tests de dépistage et des tests de stimulation, c'est-à-dire des tests approfondis. Qu'est-ce que ça veut dire un test de dépistage? Chez une personne chez qui on suspecte un syndrome de malabsorption, on peut faire un bilan simple. On fait un prélèvement à jeun sur un tube sec et on fait dosage de plusieurs paramètres qui vont nous refléter s'il y a ou non une absorption. Donc, si je dis nutriments, ça veut dire c'est les glucides, c'est les lipides, c'est les protéines, c'est les vitamines, c'est les électrolytes. Donc, je vais doser ça. Je vais doser la glycémie, je vais faire le dosage du fer, de la ferritine, de la transférine. Les vitamines, je vais doser les folates, c'est-à-dire la vitamine B9 et B12. Je vais doser aussi le phosphore, le calcium, le magnésium, les protéines, l'albumine. Tous ces aliments qui ont subi ces transformations chimiques et mécaniques au cours de la digestion, normalement doivent être absorbés au niveau intestinal. Si je retrouve un taux diminué de ces nutriments au niveau sanguin, ça reflète une malabsorption, sachant que ce syndrome de malabsorption, il peut être sélectif ou total. Ça veut dire, on peut avoir un syndrome de malabsorption qui touche uniquement le duodénum, ou le jejunum, ou l'ilium. Donc, ce sont seulement
les nutriments qui sont absorbés au niveau de ces segments qui vont être touchés et chez lesquels on va retrouver un taux qui est diminué au niveau sanguin, alors que les autres nutriments, on va retrouver un taux normal. Donc c'est pour cela qu'on va faire le dosage de tous les nutriments et on va interpréter en fonction des résultats, connaissant le site d'absorption de chaque nutriment. Par exemple, je sais que la vitamine B12, elle est absorbée au niveau, par exemple, de l'ilium. Si je trouve uniquement une diminution de la vitamine B12, je dirais qu'il y a un problème au niveau du site d'absorption de cette vitamine. Si je trouve un autre élément qui est absorbé au niveau du duodénum, qui est diminué, je parlerai d'une malabsorption sélective, c'est-à-dire elle a touché spécialement ce nutriment parce que le site de la lésion siège au niveau de ce segment. Donc, au début, j'ai dit on va faire un bilan général qu'on appelle un bilan de dépistage. C'est ce bilan qui permet d'orienter vers le site de la lésion. Soit elle est globale, soit elle est sélective. Et au niveau de la matière fécale, on doit aussi faire une étude. Ça, c'est la parasito. Il faut rechercher du sang dans les selles, il faut apprécier la couleur, le poids, l'odeur des selles. Et généralement, il faut doser les graisses. Généralement, lorsqu'il y a un défaut d'absorption des lipides, ils vont être libérés, éliminés au niveau des selles. On va parler d'une stéatorie. Donc, c'est une augmentation du taux des lipides au niveau plutôt de la matière fécale. Donc, ça, c'est général. On peut faire des tests de surcharge. Ces tests de surcharge permettent de rechercher des lésions bien précises. Donc, ces tests de surcharge ils visent à mesurer la vitesse et la quantité d'une substance qui apparaît dans le plasma après surcharge orale. Donc, on va donner une concentration bien déterminée chez un sujet, par exemple, qui est à jeun, et au début, on a fait une valeur de standard. Donc, on va obtenir les résultats sous forme d'une courbe. Donc, c'est la concentration de la substance ingérée en fonction du temps. On peut avoir une courbe plate. Dans ce cas, il n'y a pas d'absorption. On confirme qu'il y a un problème d'absorption de cette substance. Donc, et lorsque la substance n'est pas ou peu métabolisée, la mesure de la quantité qui est retrouvée dans les urines après une surcharge orale permet d'évaluer la capacité d'absorption intestinale. Cela veut dire, lorsque je donne une substance, je sais que cette substance, elle n'est pas métabolisée. Soit qu'elle passe dans le sang, soit qu'elle est éliminée dans les urines. Elle n'a que deux destinées. S'il y a un problème d'absorption, cette substance va être éliminée dans les urines. Donc, pour apprécier la capacité d'absorption de cette substance, je vais doser sa concentration urinaire. Plus sa concentration urinaire augmente, plus ça veut dire qu'elle n'a pas été absorbée, donc il y a un problème d'absorption de cette substance. Plus sa concentration urinaire diminue, c'est-à-dire chez un sujet qui est sain, cela veut dire que la capacité d'absorption de cette substance, elle est bonne. Donc c'est toujours la concentration urinaire ou l'élimination urinaire de la substance utilisée dans ces épreuves ou dans ces tests de surcharge qui permet d'apprécier l'intégrité de l'absorption intestinale de cette substance. Donc, on donne toujours une substance qui n'est pas métabolisée, c'est-à-dire elle ne se transforme pas. Soit elle passe dans le sang pour être utilisée, soit elle est éliminée dans les urines. Ça, c'est une condition. Généralement, plusieurs substances peuvent être utilisées, mais la substance la plus fréquemment utilisée, c'est le xylose. Le xylose, c'est un sucre. Donc, c'est un pentose qui n'est pas métabolisé et qui est absorbé au niveau intestinal par un mécanisme passif et un mécanisme actif. Passif, c'est le mécanisme d'absorption des substances qui ont un poids moléculaire qui est bas. Donc, toutes les substances qui ont un poids moléculaire bas passent facilement ou traversent facilement la barrière intestinale. Et il a aussi un mécanisme d'absorption actif. Il utilise le mécanisme d'absorption du glucose. Mais sa spécificité, son affinité pour ce site d'absorption est 10 fois moins importante que celle du glucose. Donc, si ce site il est saturé par le glucose, ça va bloquer l'absorption du xylose. Donc, c'est surtout son absorption, elle est passive, vu que son poids moléculaire, il est faible.
L'épreuve, elle est facile, c'est en milieu hospitalier. Le malade, il est à jeun. Il est à jeun strict depuis 12 heures et il doit faire vider sa vessie. Vous savez qu'on va doser, j'ai dit, cette substance aussi bien au niveau sanguin qu'au niveau urinaire. Donc on doit avoir les urines fraîches, c'est-à-dire avant d'avoir reçu cette charge de cette substance. Donc il doit être à jeun et il doit avoir vidé sa vessie. Donc on va faire un prélèvement au temps zéro aussi avant de faire ingérer la substance. C'est pour voir ce qu'on appelle la valeur témoin de la xylosémie chez cette personne. Ensuite, le test consiste à faire ingérer 25 grammes de ce sucre d'exylose dans 500 ml d'eau. Donc, il va les avaler. On va lui laisser du temps. C'est généralement après 5 heures. On va faire la récolte des urines dès 5 heures. Si j'ai commencé à 8 heures l'épreuve, donc j'attendrai jusqu'à 1 heure. On a récolté les urines. À chaque fois qu'il a besoin d'uriner, on récupère les urines. C'est-à-dire qu'il n'urine pas pour éliminer, mais ils sont récupérés dans un bocal. On va ensuite mettre ensemble toute cette urine et on va doser la xylosurie. Donc on a dosé la xylosémie au temps zéro avant l'épreuve et on va doser la xylosurie après avoir ingéré cette substance après 5 heures de cette épreuve. Au temps 120 minutes, on va faire un autre prélèvement sanguin pour doser la xylosémie. Donc les résultats, les valeurs normales, c'est-à-dire on va interpréter les résultats de notre malade en fonction des résultats normaux. Donc la xylosémie à 120 minutes normalement, elle est de 30 à 75 mg par 100 ml. Ou bien la xylosurie sur ces urines des 5 heures, elle doit être de 5 à 8 grammes par 5 heures. Ça représente environ 25 à 35% de la quantité ingérée d'exylose. Ça, c'est l'épreuve normale. Donc, il est à jeun, il a vidé sa vessie, on a fait un prélèvement au temps zéro, on lui a donné du dexylose 25 grammes. Ensuite, on attend 5 heures. Sur ces 5 heures, on a fait la collecte des urines sur lesquelles on va doser la xylosurie, c'est-à-dire la xylose urinaire. Et après 120 minutes, on va faire un autre prélèvement sanguin pour faire le dosage de la xylosémie. On a ces valeurs de la xylosémie et de la xylosurie. Donc le xylose va être dosé dans le sang et dans les urines par la même méthode. C'est une méthode colorimique de Rowe et de Rice. Et la quantité qui va être retrouvée reflète directement la capacité d'absorption de l'intestin grêle. Les valeurs pathologiques, la réponse est diminuée par rapport aux valeurs qu'on a vues, aussi bien de la xylosémie et de la xylosurie. Elle est diminuée dans les entéropathies, donc c'est les syndromes de malabsorption, dans les élites, c'est l'inflammation de l'ion, héliocolites et les ictères cholestatiques. La réponse, elle est fortement diminuée dans les stéatorées, dans les entérites et dans les sprue, c'est-à-dire ces affections intestinales chroniques. Et elle est peut-être normale en cas de malabsorption d'origine pancréatique. On a dit que c'est un sucre non métabolisé, donc on n'a pas besoin des enzymes pancréatiques. Cela dit, si on a un problème pancréatique, ça ne va pas affecter les résultats de ce test. Le xylose n'est pas métabolisé, donc il ne subit pas l'action des enzymes pancréatiques. Il ne peut pas aider aussi à poser le diagnostic d'une affection pancréatique dans le syndrome de malabsorption. Le syndrome de malabsorption, j'ai dit peut-être sélectif ou global, donc on a trois principales causes. On a la maldigestion intraluminale. La digestion des aliments dans la lumière intestinale peut être perturbée rendant ces aliments non absorbables par la muqueuse, dont la fonction et l'aspect histologique sont normaux. Les causes les plus fréquentes, c'est l'insuffisance pancréatique, c'est les maladies hépatobiliaires, donc c'est le défaut du sucre pancréatique, le défaut de la bile ou une prolifération bactérienne intraluminale. Donc une diminution de l'immunité entérocytaire qui va diminuer aussi l'absorption de ces aliments. Donc il y a une intégrité de la paroi, mais il y a un problème dans les autres annexes qui participent à la digestion. Le pancréas et la bile, c'est-à-dire le foie, vont entraîner une malabsorption.
intraluminale des glucides, des lipides et des protéines. Pourquoi pas aussi les vitamines. La deuxième cause, c'est une malabsorption parce qu'il y a un endommagement de la muqueuse. C'est-à-dire que la lésion, elle va porter sur l'intestin lui-même. Elle ne peut pas effectuer son rôle d'absorption. Ce phénomène est observé dans la maladie cœliaque et dans la maladie de Whipple. Donc, c'est des maladies auto-immunes. C'est des lésions au sein de la paroi intestinale. Et il y a eu aussi l'obstruction lymphatique. Lorsque les canaux lymphatiques sont obstrués, donc cela modifie le transport de certains nutriments, surtout les lipides. Vous savez que les lipides, lorsqu'ils sont métabolisés au niveau intestinal, ils traversent le canal thoracique pour être déversés dans la circulation générale. Donc, s'il y a une obstruction lymphatique, c'est surtout les lipides qui ne peuvent pas être acheminés normalement dans la circulation générale. Donc, la digestion des graisses vers la circulation systémique après avoir été absorbée par une muqueuse d'aspect normal. Ça veut dire l'absorption au niveau de ces lipides, elle est normale, mais le fait qu'il y ait un problème dans la voie lymphatique, ça empêche que ces aliments, ces lipides, parviennent au niveau de la circulation générale, et c'est ce qui est responsable de ce type de malabsorption. Cette obstruction lymphatique peut être occasionnée par des anomalies congénitales, par des néoplasies, c'est-à-dire des formes de cancer, par un traumatisme ou par n'importe quelle maladie infectieuse. Ces maladies peuvent entraîner un syndrome de malabsorption. Donc, biologiquement, qu'est-ce qu'on a? C'est la même chose. On va avoir une diminution de tous les nutriments, sinon de certains nutriments, si elle est sélective. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Les protéines, le fer, le calcium, le phosphore, le magnésium, les vitamines, tous sont en carence. Donc, on a ces deux tableaux, maladie cœliaque et maladie de Crohn. Ce sont les deux des maladies auto-immunes. La maladie cœliaque, c'est une entéropathie auto-immune qui a été induite par l'ingestion de gluten. Ce gluten, il est néfaste pour les sujets qui sont génétiquement prédisposés pour ces maladies. Donc, ce sont les protéines des farines, de blé, d'orge, de siègle, qui renforment de la gliadine qui peut être toxique pour les villosités. Donc, c'est une atrophie villositaire. Donc, si on fait un prélèvement, on n'a pas l'aspect des villosités normales. Sur le plan clinique, c'est un syndrome de malabsorption. C'est ce qu'on a vu du point de vue des tests de dépistage. Du point de vue aussi biologique, il a des signes biologiques spécifiques d'auto-immunité. C'est-à-dire ce sont les anticorps qui peuvent être recherchés, qui sont les marqueurs de la maladie cœliaque. Anticorps antigliadine, des corrélés avec le degré de l'atrophie villositaire. Donc, on a l'anticorps anti-endomysium, c'est le tissu conjonctif périmusculis, c'est la plus spécifique. Donc, mais elle a un coût de revient qui est très élevé. Et enfin, on a les anticorps anti-transglutaminase. Elle est plus sensible que l'anticorps anti-endomysium. Ce sont les marqueurs biologiques spécifiques de la maladie cœliaque. C'est des marqueurs immunitaires parce que c'est une maladie auto-immune. À côté du bilan général de dépistage du syndrome de malabsorption classique, ces bilans ou ces marqueurs biologiques peuvent aider au diagnostic de la maladie. La maladie de Crohn, c'est une aussi maladie auto-immune, maladie inflammatoire intestinale chronique. Donc, c'est une atteinte qui peut aller de la bouche à l'anus. Donc, on a les signes digestifs, c'est des diarrhées, c'est des douleurs abdominales, les manifestations anales. Et extra-intestinales, on a surtout ostéo-articulaires. On a des arthrites et oculaires uvéites. Le diagnostic, il reste difficile. Il est posé parce qu'on a l'association du contexte clinique d'une diarrhée, suivie par des périodes de constipation, des perturbations biologiques qui associent le syndrome inflammatoire, VS accéléré, CRP accéléré, hypoprotidémie, hypoalbuminémie, CRP, les gamma-globulines élevées et la carence en fer. Si on a association de ces deux, on peut évoquer. En cas de doute, on va faire la recherche des marqueurs sérologiques, marqueurs immunitaires de la maladie. C'est des marqueurs aussi qui sont propres à cette maladie, à côté des marqueurs propres à la maladie cœliaque. Et à défaut, on va faire la biopsie carrément de l'intestin qui va montrer cette atrophie
dépositaire qui est aussi spécifique de la maladie. Donc, c'est ce qu'on a sur les deux maladies de la syndrome de malabsorption. En dehors des causes qu'on a déjà citées, des défauts de sécrétion pancréatique, intestinale, un problème au niveau de l'obstruction lymphatique, mais c'est les deux principaux. C'est-à-dire ça, c'est les plus méchants. Les autres, c'est les plus bénins. C'est des maladies qui sont lourdes. Le traitement, il est lourd. Le dernier organe, c'est pas un organe du tube digestif, c'est un annexe du tube digestif. C'est une glande qui est localisée au niveau de l'abdomen, elle est derrière l'estomac. C'est une glande allongée, aplatie, donc elle a une consistance ferme et elle est très fragile. Donc il est considéré le pancréas comme une glande mixte, endocrine, exocrine. Endocrine parce qu'elle sécrète des hormones, donc c'est des sécrétions au niveau sanguin, à l'inverse de la sécrétion exocrine. Elle va libérer deux hormones, l'insuline sécrétée par les cellules bêta des îlots de Langerhans, qui est une hormone hypoglycémiante, et le deuxième hormone, c'est le glucagon, sécrété aussi par les îlots de Langerhans par les cellules alpha, qui est une hormone hyperglycémiante. Donc, à côté de sa fonction endocrine, on parle de sa fonction exocrine, sujet de la digestion. Donc, par l'intermédiaire du canal de Wirsung, cette glande, elle va déverser sa sécrétion, son sucre pancréatique dans le duodénum, qui est requis pour la digestion. Il contient des ions bicarbonates qui permettent de neutraliser l'acidité du chyme alimentaire qui parvient au niveau du duodénum. Donc, il contient des proenzymes digestifs pancréatiques qui permettent la digestion des lipides, des glucides et des protéines. C'est des proenzymes. Donc, ils sont inactifs. Une activation précoce va être responsable d'une digestion du pancréas, ce qu'on appelle la pancréatite aiguë. C'est l'une des causes, une activation précoce. Donc, ils sont libérés normalement, déjà déversés dans le duodénum sous forme inactive. Proenzymes, qui sont responsables de la digestion des glucides, des lipides et des protéines. Justement, le sucre pancréatique qui est incolore. Il résulte de deux mécanismes sécrétoires assurés par les cellules acineuses et les cellules calanères. Donc ici aussi, le débit de sécrétion, il varie en fonction du repas, de la composition du repas, et pour un volume quotidien d'environ 1,5 litre. Son pH, il est différent du pH gastrique, il est alcalin. Il est de 8,2 à 8,4, parce qu'il est très riche en bicarbonate. Et ce pH, il est optimal pour l'action des enzymes dans la lumière intestinale. C'est ce pH qui permet d'activer ces enzymes du sucre pancréatique et de favoriser leur action de digestion au niveau du duodénum. Donc, il contient aussi de l'eau, des électrolytes et des substances organiques telles que le mucus, qui est responsable de sa consistance filamenteuse, et des protéines enzymatiques inactives. C'est les enzymes qui sont responsables de la digestion des glucides, des lipides et des protéines. Ce sont les enzymes glucidiques. Il y a surtout l'amylase pancréatique, mais il y a aussi l'amylase salivaire. Il y a les enzymes lipidiques. La tête, c'est représenté par la lipase pancréatique, la phospholipase A2 et la cholestérol estérase. Enfin, on a les enzymes protidiques, surtout les endopeptidases, trypsine, chymotrypsine, élastase, collagénase, et les exopeptidases représentées par les carboxypeptidases, grand A et grand B. Donc, c'est des enzymes que vous avez déjà vues qui permettent de digérer les chaînes polypeptidiques ou les sucres. Biochimiquement, donc, on a le diagnostic, il repose sur la recherche dans les selles, le stimate de maldigestion par un examen macroscopique, c'est-à-dire c'est à l'œil que le médecin ou le parasitologue permet d'apprécier un syndrome de malabsorption en évaluant la couleur, le poids, l'odeur et la consistance des selles. Par exemple, pour rechercher l'amidon, s'il y a une élimination de l'amidon, on apprécie par l'addition sur les selles du gel, qui permet de dire s'il y a présence. Pour les graisses fécales, on peut les mesurer après un test facile,
mesure des graisses sur 3 jours successifs après un apport lipidique suffisant de 70 à 100 grammes par 24 heures. Donc ils ont reçu ça. Ensuite, au bout du 3e jour, on apprécie la quantité des graisses dans ces selles. Si elles sont inférieures à 5 grammes par 24 heures, donc c'est normal. Si elles dépassent 5 grammes par 24 heures, c'est qu'il y a un problème d'insuffisance pancréatique. Donc c'est le test le plus simple, c'est rechercher au niveau des selles. D'abord, c'est une étude macroscopique, ensuite une analyse à la recherche des graisses ou bien des sucres non digérés par défaut de sucre pancréatique. On peut faire aussi des tests de surcharge. Donc, c'est des tests qui consistent à l'administration orale d'une substance qui soit protéique ou bien lipidique. Donc, cette substance protéique ou lipidique, normalement, doit subir un clivage par une enzyme pancréatique au niveau du tube digestif. Ensuite, elle est absorbée. Elle va être métabolisée par le foie et excrétée dans les urines. C'est un peu différent. Là, pour les tests d'odexylose, on a dit qu'il n'est pas métabolisé. Ici, la substance peut être métabolisée par le foie. Ensuite, c'est les produits de cette transformation qui vont être retrouvés au niveau urinaire. Donc, on utilise soit une substance protéique, soit une substance lipidique, sachant que automatiquement, elle va subir le clivage au niveau du duodénal par le sucre pancréatique, par les enzymes protéolytiques ou bien lipidiques, telles que la lipase. Donc, l'appréciation, c'est la même chose, indirecte des capacités fonctionnelles de ces enzymes pancréatiques, protéolytiques ou lipolytiques, va s'effectuer par le dosage du substrat plus ou moins dégradé dans les urines. C'est-à-dire, c'est le substrat lui-même ou ses produits, ou c'est les produits du catabolisme hépatique de cette substance au niveau hépatique qui vont être éliminés au niveau urinaire. L'appréciation de leur concentration urinaire permet d'apprécier directement la capacité fonctionnelle des enzymes protéolytiques et lipolytiques du pancréas. S'il y a une sécrétion pancréatique normale, donc il y aura une digestion de cette substance protéique ou lipidique, donc lorsqu'elle est transformée, donc on aura le métabolisme au niveau hépatique n'est pas le même, parce que le produit du métabolisme diffère lorsqu'il s'agit de la substance non métabolisée ou de la substance métabolisée. Donc, ce qui permet d'évaluer le fonctionnement ou la capacité fonctionnelle des enzymes du sucre pancréatique. Donc, il peut s'agir du test au dilorate de fluorescine. Cette molécule, elle est hydrolysée par l'estérase pancréatique afin de libérer de la fluorescine qui est absorbée, puis conjuguée, puis excrétée dans les urines. Donc, on ne va pas retrouver directement de la dilorate de fluorescine. Elle a été transformée. Cette fluorescine va être conjuguée. Donc, on va retrouver les dérivés conjugués de la fluorescine au niveau urinaire. Et c'est leur teneur au niveau urinaire qui permettent d'évaluer les capacités fonctionnelles du sucre pancréatique, des enzymes du sucre pancréatique. Donc, s'il y a un sujet normal, donc elle est supérieure à 30% cette sécrétion, c'est le sujet qui a une insuffisance pancréatique, elle est moins de 20%. Donc, elle diminue parce qu'il n'y a pas d'hydrolyse de dilorate de fluorescine en fluorescine et en dilorate. Donc, le dilorate de fluorescine ne peut pas être métabolisé au niveau hépatique et conjugué. Donc, on ne retrouvera pas les dérivés conjugués de la fluorescine au niveau hépatique. Donc, leur teneur va diminuer, ce qui reflète une diminution des capacités fonctionnelles du sucre pancréatique vis-à-vis de la digestion de cette substance. Lorsqu'il s'agit d'un dérivé polypeptidique, l'acide para-aminobenzoïque, donc lui aussi, il est absorbé au niveau intestinal et il est excrété dans les urines. Et c'est la chymotrypsine, c'est-à-dire c'est une enzyme du sucre pancréatique qui est nécessaire à la libération de ce peptide à partir de sa chaîne polypeptidique. Donc la quantité du l'acide para-aminobenzoïque, elle est comparée à celle de sa chaîne polypeptidique ingérée. Ainsi, si on a une diminution de 20% de la sécrétion pancréatique, va se traduire par un taux urinaire de moins de 50% de la quantité totale de cet acide para-aminobenzoïque
benzoïque ingéré. Donc on a dit que c'est un acide qui va être absorbé et excrété dans les urines. Il va être libéré de son chaîne polypeptidique pour être retrouvé au niveau urinaire. Si on retrouve, s'il y a une atteinte de la sécrétion pancréatique uniquement de 20%, la quantité de cet acide qui a été ingéré, retrouvé au niveau urinaire, elle va diminuer de 50%. Une diminution de l'activité pancréatique entraîne une diminution de la transformation ou de l'hydrolyse de cette polypeptidique, ce qui diminue son élimination au niveau urinaire. Il est éliminé après avoir été détaché de la chaîne polypeptidique. Si l'activité enzymatique pancréatique elle est diminuée, donc il ne va pas être détaché de la chaîne et son élimination au niveau urinaire automatiquement va diminuer. Donc on a les examens directs qui permettent d'évaluer la fonction pancréatique. On a le dosage de l'amylase et le dosage de la lipase. C'est deux enzymes qui sont spécifiques du pancréas. Mais ils diffèrent dans la durée de vie de chaque enzyme et par conséquent de leur, si je peux dire, de leur apparition et disparition de la circulation sanguine. Donc, vous avez vu les enzymes. Donc, le dosage. Donc, le dosage de la chymotrypsine et le dosage de l'élastase fécale, il se fait au niveau fécal. Donc, le dosage de la chymotrypsine et de la trypsine, il représente un taux total de 5% du débit total de toutes les enzymes pancréatiques. Bien que plus spécifique que le dosage des lipides totaux dans les selles, c'est-à-dire on préfère doser ou apprécier l'activité de la chymotrypsine et de la trypsine au niveau du sel que d'apprécier la quantité des lipides éliminés pour évaluer le fonctionnement global du pancréas. C'est plus spécifique et plus sensible que d'évaluer la quantité des lipides éliminés. Cependant, l'évaluation de cette chymotrypsine fécale, elle se heurte à un problème de sensibilité parce que en cas d'une insuffisance pancréatique minime ou modérée, il y a une diminution de la sécrétion de la chymotrypsine. Ça ne reflète pas une réelle activité du pancréas. Une diminution, même minime, si elle est passagère, il y a une diminution de l'activité de la chymotrypsine fécale. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une affection vraiment importante du pancréas parce qu'elle est très sensible aux variations de l'activité du pancréas. C'est pour cela, c'est le problème sur lequel on peut écarter le dosage de la chymotrypsine au niveau fécal. Il faut savoir que ce dosage fécal peut être faussement positif en cas de diarrhée chronique, en cas de maladie cœliaque, d'anorexie mentale ou encore de gastrectomie. Donc, en plus, qui peut être diminué en cas de diminution légère du fonctionnement du pancréas, son activité peut aussi augmenter en cas de diarrhée, en cas de maladie cœliaque, d'anorexie mentale ou encore de gastrectomie. C'est-à-dire sans avoir une atteinte propre au pancréas. Cependant, la deuxième enzyme, l'élastase toujours fécale, elle est beaucoup plus spécifique car elle n'est pas influencée par une atteinte pancréatique minime. Donc, c'est en effet un bon candidat pour apprécier la sécrétion pancréatique exocrine du fait de sa spécificité pancréatique et de sa stabilité au cours du transit intestinal. Ni les diarrhées, ni les constipations n'entraînent une modification de la concentration de cette enzyme au niveau fécal. Donc, la technique de dosage, c'est généralement des techniques immunologiques, immunoessais de Sandwich. Donc, la mesure de cette enzyme au niveau fécal ne permet pas de déceler des insuffisances pancréatiques exocrines minimes, à l'inverse de la chymotrypsine. Par contre, de dépister près de la moitié des pancréatites chroniques avant le stade de stéatose. C'est le dépistage d'une pathologie réelle, mais pas minime. Donc, il n'y a pas de modification de la concentration de l'élastase fécale au cours d'une affection pancréatique minime. S'il y a une modification de sa concentration, si elle est significative, ça reflète une pancréatite chronique. Donc, des valeurs inférieures à 200 microgrammes par gramme suggèrent une insuffisance pancréatique exocrine.
du point de vue donc biochimique, le marqueur, si je peux dire, le plus spécifique, c'est l'élastase, à côté des examens directs qui sont l'amylase et la lipase. La CA19-9, c'est un marqueur tumoral. C'est un marqueur tumoral, il n'est pas spécifique au pancréas, on peut le retrouver dans certaines tumeurs. Donc, il est dosé dans le sang et il peut être élevé dans 75% des patients qui sont atteints d'un cancer du pancréas. Mais il peut être augmenté aussi dans d'autres pathologies bénignes, telles que les pathologies tétanobiliaires du pancréas. Et c'est pour cette raison on ne peut pas dire que le CA19-9, c'est un marqueur diagnostique des cancers du pancréas. C'est au contraire un marqueur de suivi thérapeutique ou pronostic. C'est-à-dire je ne peux pas me baser sur la CA19-9 pour poser le diagnostic d'un cancer du pancréas. C'est radiologique, c'est scintigraphie et tout, mais beaucoup plus pour poser le diagnostic du pancréas, c'est des explorations radiologiques. CA19-9 va m'aider après traitement chirurgical, chimiothérapie, de suivre l'évolution de ce cancer. Une valeur qui se stabilise est un signe d'une bonne rémission. S'il y a une réaugmentation de la CA19-9 après traitement, donc ça veut dire qu'il y a une rechute. Donc c'est un marqueur de suivi thérapeutique et un marqueur de suivi pronostic. Donc on a terminé le cours. Donc c'est tout ce que je peux dire sur la digestion. Donc il y a les pathologies du pancréas, Il y a la pathologie du pancréas, et les pancréatites aiguës, les pancréatites chroniques, et il y a le cancer. Donc la pancréatite aiguë, c'est ce que j'ai dit, c'est une inflammation aiguë, c'est une autodigestion du pancréas par ces enzymes précocement activées. Donc l'activation des enzymes pancréatiques se fait normalement au niveau duodénal, sont synthétisés sous forme inactive. S'ils sont activés au niveau du pancréas, ils vont s'attaquer à la glande et ils vont provoquer sa destruction. C'est une inflammation aiguë de la glande. Biologiquement, qu'est-ce qu'on a? On a augmentation de l'amylase et de la lipase. C'est des enzymes spécifiques des affections pancréatiques. Donc, l'amylase augmente dans les 24 premières heures de la maladie. Alors que la lipase, elle est spécifique et elle est meilleure pour poser le diagnostic précocement parce qu'elle augmente 4 à 8 heures après le début des symptômes. Donc, si je fais le dosage, ça les deux, je peux trouver une amylasémie légèrement augmentée, mais une lipasémie significativement augmentée qui peut orienter le diagnostic. Et la même chose, la valeur, donc l'amylase n'a pas une valeur pronostique, et elle se normalise au bout de 5 jours, alors que la lipase, elle se normalise au bout de 8 jusqu'à 15 jours. Donc, elle va rester élevée pendant plusieurs jours. C'est sûr on va avoir sa courbe qui commence à descendre, mais elle va rester augmentée par rapport à sa valeur de base. Contrairement à l'amylase qui va commencer à se normaliser déjà au bout de 5 jours. C'est pour cela qu'on dit que dans le traitement et le suivi pronostic d'une pancréatite aiguë, on se base surtout sur la lipase. La lipase, elle a une demi-vie qui est supérieure à celle de l'amylase. Donc elle dure dans le sang et même sa décroissance, elle se fait plus lentement. On va aussi remarquer une augmentation du taux de l'amylase au niveau urinaire, mais c'est plus tardif et qui persiste après la normalisation du taux sanguin. Donc les autres marqueurs, c'est des signes d'inflammation, la CRP, la calcémie qui est diminuée, l'hématocrite, les globules blancs qui sont augmentés, azate, alate, gamma, glutamine qui sont augmentés, c'est un signe de cytolyse, et urée et créatinine, c'est un signe d'insuffisance rénale, qui est transitoire. C'est-à-dire, si on va stabiliser l'état de la pancréatite, tous ces bilans vont se normaliser, à l'exception du bilan inflammatoire qui prend un peu de temps pour se normaliser. L'inverse, la pancréatite chronique, c'est pas la même chose. C'est une inflammation chronique du pancréas qui va aboutir à la longue, avec le temps, à une fibrose progressive du pancréas et bien sûr, avec le temps, à un cancer. C'est une destruction complète de la glande. Parmi les causes, c'est la consommation de l'alcool, l'hypoparathyroïdie, l'hyperparathyroïdie, l'obstruction chronique des canaux
pancréatique, soit par une tumeur, soit par une sténose, soit de façon traumatique. Il y a la mucoviscidose, c'est des maladies auto-immunes ou idiopathiques. La différence avec la pancréatite aiguë, ici, c'est que la lipasémie et l'amylasémie ne sont pas élevées au cours et au cours d'une poussée aiguë. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas trouver une amylasémie augmentée parce que le sujet, il peut se stabiliser pendant une période et au cours des poussées, il peut présenter une douleur. Au cours de cette phase de poussée, on peut trouver une augmentation de l'amylase, de la lipase, mais qui se normalise après. L'inverse de la pancréatite chronique. L'inverse de la pancréatite aiguë. Donc, le dosage de ces enzymes n'a pas d'utilité. Il ne permet pas de faire le suivi, parce que la diminution de ces enzymes ne reflète pas une guérison de la maladie. À l'inverse de la pancréatite aiguë. Une diminution progressive reflète une guérison, une réponse à un traitement. Mais la pancréatite chronique, c'est un état d'évolution progressive d'une forme à une autre forme pour aboutir finalement à une destruction complète de la glande. C'est le passage au cours de ces poussées au cours desquelles on peut assister à une augmentation de ces enzymes qui diminuent sans pour autant dire qu'il y a une guérison totale de la maladie. Enfin, on a le cancer du pancréas, donc il n'y a pas de marqueur spécifique. Ce qu'on a dit, le CA19-9 ne permet pas d'aider à 100% au diagnostic, mais au suivi thérapeutique. Et il y a certains signes biologiques qui peuvent orienter sans pour autant confirmer ni être spécifiques. C'est-à-dire qu'on peut les retrouver chez certains malades, mais pas tous les malades qui ont un cancer du pancréas. Donc on peut avoir une cholestase, c'est-à-dire c'est l'augmentation des gamma et de la phosphatase alcaline avec un ictère, un bilirubine conjugué ou bilirubine totale, un syndrome inflammatoire, une élévation de la glycémie, parce que c'est le pancréas. Donc, il y a une perturbation du métabolisme, de la sécrétion des hormones, insuline et glucagon. Donc, c'est le début d'un diabète. On a aussi l'élévation des marqueurs tumoraux. On a dit qu'elle n'est pas spécifique, l'alpha-fetoprotéine et la CA19-9. Donc, ce n'est pas des examens de dépistage, mais ils peuvent être utilisés pour le suivi post-opératoire du malade. Donc, il n'y a pas une spécificité biologique dans le diagnostic du cancer du pancréas. C'est beaucoup plus les examens radiologiques qui permettent de poser le diagnostic. Ces examens, c'est des examens de suivi thérapeutique et pronostic. Donc, on a terminé le cours sur le méthode d'exploration de la digestion. Si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite beaucoup de courage. Donc, c'est le dernier cours et je vous souhaite bonnes vacances. Merci.